Alors, l'exercice 7, qui est un exercice d'algèbre linéaire avec, en fait, c'est des carrés magiques, mais on va voir ça sous forme de matrice. Ça permet d'avoir un certain nombre de choses, notamment des formules, comment dire, des formules classiques pour parler des coefficients et ainsi de suite, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. C'est un exercice qui est un petit peu théorique, mais que je trouve intéressant. Bon, il n'y a rien de difficile, hein, mais voilà, il faut bien poser les choses. Donc, la première question nous demande de vérifier que la matrice M qui nous est donnée est magique, c'est-à-dire que la somme des lignes, la somme des colonnes et les deux diagonales eh bien, nous donnent toujours le même nombre. Bon, bah, on va vérifier ça. Hein. 2 plus 7 plus 6, c'était de 9 et 6, 15. 9 plus 5 plus 1, 9 et 1, 10 et 5, 15. 4 plus 3 plus 8, 8 et 3, 11 et 4, 15. Donc la somme des trois lignes nous donne 15. Ensuite, pour les colonnes, 2 plus 9 plus 4, 9 et 2, 11 et 4, 15. 7 plus 5 plus 3, ben, ça nous fait 15 aussi. 6 plus 1 plus 8, ça nous fait 15. Il reste les deux diagonales. 2 plus 5 plus 8, 8 et 2, 10 et 5, 15. Et l'autre diagonale, 4 plus 5, 9, plus 6, 15. Donc la matrice M est magique. Bon. Pas de difficulté pour cette question. Question calculatoire. Il suffit juste d'avoir bien compris ce que c'était qu'une matrice magique pour s'en sortir. Deuxième question. Donnez pour n égale 2 un exemple de matrice magique et un exemple de matrice non magique. On va faire simple. Hein. Si je prends par exemple la matrice 0, 0, 0, 0, je peux prendre le problème dans tous les sens. 0 plus 0, ça fait toujours 0. Elle est magique. Alors il y en a plein d'autres possibles. Hein. Et on nous demande un petit peu plus loin, à la question 4b, en fait, de déduire une base de l'ensemble des matrices magiques, qui est un espace vectoriel. On verra ça dans les questions suivantes. Et on pourra toutes les décortiquer. Mais en tout cas, en voilà une simple. Et ensuite, si on veut en faire une qui n'est pas magique, alors si je fais 1, 2, 3, 4, 2 et 1, 3, 1 et 3, 4, bon bah celle-là, elle n'est pas magique. Donc, pas de problème. Une question qui n'est pas non plus très difficile. Troisième question. Montrez que Fn, donc l'ensemble des matrices magiques de taille n, est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Montrer qu'on a un sous-espace vectoriel, ça n'est pas une question difficile. Mais, il faut bien faire les choses, il y a des étapes à respecter. Et notamment quand on va vérifier la stabilité par somme, ça peut demander un petit peu de travail, mais il n'y a pas de difficulté. Donc pour montrer qu'on a un sous-espace vectoriel, la première des choses à faire, évidemment, c'est de vérifier que Fn est inclus dans Mn de R. Bon, la plupart du temps, il n'y a rien à dire, il suffit juste de préciser ça, puisque vous ne pouvez être un sous-espace vectoriel que lorsque vous êtes inclus dans un espace plus grand, dans un espace vectoriel plus grand. Ensuite, il faut montrer que l'espace vectoriel en question n'est pas vide. Pour ça, il suffit de montrer que le vecteur nul est dedans. La matrice nulle est dans Mn et dans Fn, car la somme de ces lignes, de ces colonnes et de ces diagonales vaut 0. J'ajoute les lignes de la matrice nulle, je trouve 0 pour toutes les lignes. J'ajoute les colonnes de la matrice nulle, je trouve 0 pour toutes les colonnes. Et les deux diagonales, là aussi, je trouve 0 pour la matrice nulle. Donc on a un premier point qui est vérifié, un deuxième point qui est vérifié. Et le troisième point qui va être le plus lourd, c'est la stabilité par combinaison linéaire. Donc je me donne deux matrices A et B. Et lambda 1 réel. Et il faut que je montre que lambda A plus B
est aussi dans Fn. Pour ça, il va falloir qu'on s'intéresse à la somme des lignes, à la somme des colonnes et à la somme des diagonales de cette matrice. Donc pour cela, posons la matrice A, ça sera la matrice des coefficients A et J, pour I et J compris entre 1 et n, et B, ça sera la matrice des B et J, avec I et J compris entre 1 et n. On a alors lambda A plus B, qui sera la matrice des lambda A IJ plus B IJ, puisque quand on va multiplier une matrice par un coefficient et quand on va faire la somme de deux matrices, les coefficients vont s'ajouter, les coefficients à la même position, vont s'ajouter entre eux. C'est beaucoup plus difficile pour le produit, mais il n'en est pas question ici. Et donc, il va falloir montrer que, tout ça est une matrice de Fn. Pour cela, je vous propose de noter petit a, la somme des lignes, des colonnes, des diagonales de A. Notons petit b, la somme des lignes de la matrice B. Et on va essayer d'exprimer, bien sûr, la somme des lignes des colonnes de lambda A plus B en fonction de tout ce petit monde-là. Une nouvelle page. Donc pour ça, on va s'intéresser à la somme des lignes de la matrice lambda A plus B. Pour ça, je vais me donner un numéro de ligne. Et je vais m'intéresser à la somme de cette ligne-là. La somme des coefficients, c'est quoi? Donc la somme des coefficients de la ligne K est la somme pour i allant de 1 à n des lambda A, donc c'est la ligne numéro K. J'aurais plutôt dû mettre J ici, bon ça ne change rien en fait, hein, mais ça sera peut-être plus parlant. Lambda KJ plus B KJ. Et cette somme-là, je vais l'appeler S. S égale, la somme est linéaire, L, hein, donc on aura lambda multiplié par la somme pour J allant de 1 à n des A KJ, plus la somme pour J allant de 1 à n des B KJ. Alors je vais l'appeler SK, la somme pour la ligne K. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir lambda, la somme des lignes, on a dit qu'on l'a appelé petit a, plus la somme des lignes pour la matrice B, on a dit que c'était B. Donc ça ne dépend pas de K. Donc SK ne dépend donc pas de K. Toutes les lignes ont la même somme, qui est lambda A plus B. On va faire la même chose pour les colonnes. La somme des coefficients de la colonne K et alors je ne vais pas l'appeler S, comment je peux l'appeler S T K, qui sera la somme cette fois pour I allant de 1 à n des lambda IK, des lambda, pas IK mais A IK plus B IK, qui est égal à lambda multiplié par la somme pour I allant de 1 à n des AIK, plus la somme pour I allant de 1 à n des BIK. Mais, comme la matrice A et la matrice B sont des matrices magiques, on va avoir là aussi lambda A plus B. Toutes les colonnes ont la même somme, qui est lambda A plus B.
Reste les diagonales, où on va avoir le même genre de travail, bien sûr. Hein. Pour la diagonale principale, je vais appeler D1, qui sera la somme pour k allant de 1 à n des lambda a k k b plus b k k, c'est-à-dire lambda fois la somme pour k allant de 1 à n des a k k plus la somme pour k allant de 1 à n des b k k, c'est-à-dire lambda a plus b puisque la matrice est magique. Et pour l'autre diagonale, D2, qui sera donc la somme pour k allant de 1 à n des lambda a k, et si je veux faire l'autre, on va avoir n plus 1 moins k, plus b k, n plus 1 moins k. La parenthèse est là, et je vais avoir lambda multiplié par la somme pour k allant de 1 à n des a k n plus 1 moins k, plus la somme pour k allant de 1 à n des b, k n plus 1 moins k, c'est-à-dire lambda a plus b. Donc finalement, la matrice lambda a plus b a toutes ces lignes, ces colonnes et ces diagonales, dont la somme des coefficients est égale à lambda a plus b. Donc lambda a plus b est magique. Fn est donc un sous-espace vectoriel de Mn de R. Trois choses à vérifier pour un sous-espace vectoriel: l'inclusion, le fait d'être non vide et la stabilité par combinaison linéaire. On a bien les trois. C'est jamais difficile, ça peut être un petit peu long, et parfois il faut avoir quand même l'idée de ce qu'il faut vérifier pour bien avoir cette stabilité par combinaison linéaire. On vient de terminer la question 3. Une nouvelle page. Question 4, on va s'intéresser maintenant au cas particulier n égale 2. 4a, montrer que A appartient à F2 si et seulement si A11 égale A12 égale A21 égale A22. Bref, si la matrice a ces quatre coefficients qui sont égaux. Bon. Pour ce faire, je vais me donner A égale AIJ avec I et J qui sont compris entre 1 et 2 appartenant à F2. On a donc A11 plus A12 égale A21 plus A22 égale A11 plus A12 égale A12 plus A21. Voilà ce que l'on a. On a toutes ces égalités. Bon, égale une chose que je vais appeler S. Bref, on a un système de plusieurs équations, en fait, à plusieurs inconnus. On a 4 inconnus, plus le S qui en est une cinquième. Donc on va avoir A11 plus A12 égale S, A21 plus A22 égale S, A11 plus A12 égale S, A11, je vais me rendre compte que je me suis trompé, c'est A ici, 2,2. Et A12 plus A21 qui vaut aussi S. Bon. Alors, comment est-ce qu'on va arranger ça? Alors, c'est un système qui n'est pas, en fait, très sympathique à résoudre, parce que
on a donc un certain nombre d'équations, un certain nombre d'inconnus, mais en même temps, eh bien, on n'a pas deux équations qui ont les mêmes inconnus. Ça serait trop simple. Bon. Qu'est-ce que l'on peut faire avec tout ça? On va procéder comme d'habitude. C'est-à-dire que, par exemple, je vais garder la première. C'est déjà que le système n'aura pas une unique solution, mais c'est pas très grave. La deuxième, qu'est-ce que je peux en faire? En vrai, pas grand-chose. Je vais faire la deuxième moins la première. L1 reçoit L2 reçoit L2 moins L1. Je vais donc avoir A de 1 plus A de 2 moins A. Je vais faire ça moins A11 moins A12 égale 0. La ligne 3, je vais faire la ligne 3 moins la ligne 1. Donc je vais avoir du A de 2 moins A12 égale 0. Et donc ça, c'est déjà assez intéressant puisqu'on sait que A de 2 va être égal à A12, ce qui va nous aider pour la première ligne. Et enfin, la dernière, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire L4 reçoit L4 moins L1. Donc je vais avoir du A12 plus A21 moins A21 moins A22. J'ai dit moins L1. Donc moins A11. Donc si je fais ça. Donc je vais avoir A12 moins A12, je vais avoir donc du A21 moins A11 qui vaut 0. Conclusion de tout ça. Vous avez donc A12 qui est égal à A22. Vous avez A21 qui est égal à A11. Et si je mets tout ça là-dedans, j'ai 0 qui vaut 0, ok. Et A11 je suis en train de me dire que j'en ai oublié des choses là-dedans. Ça c'est ma première ligne, ça c'est ma deuxième ligne. J'ai oublié les colonnes, non? Égale A11 plus A21 égale A12 plus A22 égale S. Et ça va me faire des choses en plus. Ce que j'ai écrit, c'est pas faux, mais c'est juste incomplet. Et donc, je vais en rajouter. Donc ici, je vais avoir A11 plus A21 égale S, et A12 plus A22 égale S. J'avais oublié, j'ai bien fait les lignes et les diagonales, mais j'avais pas fait les colonnes. Donc, ce qui me rajoute des équations. Donc avec mon A11 plus A21, je vais pouvoir faire donc L5 reçoit L5 moins L1. Donc il va me rester A21 moins A12 qui vaut 0. Et L6 va recevoir L6 moins L1. Donc je vais avoir du A22 moins A11 qui vaut 0. Et donc là-dedans, qu'est-ce que l'on va avoir? Vous allez avoir A11 qui est égal à A12. A12 qui est égal à A21, A21 qui est égal à A11, et A22 qui est égal à A12. Et puis, si je veux l'équivalence, c'est A11 plus A12 égale S. Donc finalement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez A11 qui est égal à A12, qui est égal à A21, qui est égal à A11, mais ça on le savait, et A12 qui est égal à A22.
et puis S qui vaut A11 plus A12, bref, la somme de deux des coefficients. Donc finalement, le S ne nous intéresse pas vraiment. A1, A appartient à F2, si et seulement si A11 égale A12 égale A21 égale A22. Alors on pourrait s'interroger sur l'opportunité ici, est-ce qu'on a démontré qu'une implication ou est-ce qu'on a démontré une équivalence, comme on a utilisé des opérations du pivot de gauche, pardon, on peut considérer qu'on a l'équivalence. Question B. En déduire une base de F2. Bon, ben, A soit appartenant à F2. Alors, ben, les quatre coefficients doivent être égaux. Il existe un certain réel lambda, tel que A est égal à lambda, 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 c'est-à-dire lambda multiplié par la matrice 1, 1, 1, 1. D'où F2 a pour base, par exemple, cette matrice. Bref, ce sera un espace vectoriel de dimension 1. On ne nous pose pas la question, je crois. Non. Question 5. Retour au cas général. On va s'intéresser ici à la transposition. On nous demande de montrer que la transposée d'une matrice magique est magique. Soit A appartenant à Fn. On a donc ce qu'on nous dit au départ. La somme pour tout IJ appartenant à un N. La somme des AIK est égale à la somme des AKJ, qui est égale à la somme des coefficients diagonaux, qui est égale à la somme des coefficients sur l'autre diagonale. Et il faut démontrer qu'on a la même chose, finalement, pour la matrice transposée. Mais quelque part, c'est assez logique, puisque quand on va transposer la matrice, les lignes vont devenir les colonnes vont devenir les lignes, et les diagonales vont s'inverser. Notons B, qui est égal à la transposée de A. Alors, petite digression sur la transposée, le programme dit qu'il faut écrire la transposée comme ça, mais dans d'autres filières, on nous dit qu'il faut écrire la transposée autrement. De mettre le T non pas en minuscule mais en majuscule et non pas en puissance à gauche comme on le fait ici mais en puissance classique à droite. Bon bref, on va respecter le programme et on va écrire la transposée de cette façon là. On a alors les BIJ pour tout IJ appartenant à 1n au carré, les BIJ qui sont égaux au AJI. Alors, oui. Et on va s'intéresser aux sommes de toutes ces petites choses-là. Donc je vais m'intéresser à la somme d'un couple IJ. La somme pour K allant de 1 à n des BIK, ce sera donc la somme pour K allant de 1 à n des A KJ. Ok. La somme pour K allant de 1 à n des BKJ sera égale à la somme pour K allant de 1 à n des
A, ici j'ai marqué KJ, bien sûr vous aurez compris que c'était KI, hein. A, J, K, voilà. Et voilà, la somme pour K allant de 1 à N des BKK sera la somme pour K allant de 1 à N des AKK. Et la somme pour K allant de 1 à N des BK N plus 1 moins K sera la somme pour K allant de 1 à N des A N plus 1 moins K. J'ai dit que les diagonales s'échangeaient, mais bien sûr c'est une bêtise, hein, les diagonales ne s'échangent pas. Donc là ici, la somme des AKI, c'est la somme de la ligne I, de la ligne, la somme de la colonne I, de la matrice A. Donc ça c'est la somme de la ligne J de la matrice A. Ça c'est la somme de la diagonale de la matrice A. Donc là il n'y a pas de travail. Et reste la chose qui nous embête pour cette dernière question. On va faire un changement d'indice. Je vais poser L égale N plus 1 moins K. Donc, quand K vaut 1, eh bien ça va me donner N. Quand K vaut N, je vais avoir 1. Et je vais avoir ici, donc, les A. N plus 1 moins K qui devient L. Et K qui devient, si je fais mon changement ici, je vais avoir N plus 1 moins L. Bref, c'est la somme de la deuxième diagonale de la matrice A. Donc finalement, j'en déduis que toutes les colonnes, toutes les lignes, les deux diagonales ont la même somme. Donc la transposée de A est dans Fn, puisque A y est. Voilà pour la question de la 5A. La 5B va être plus simple en fait. Question 5B, en déduire que 1 demi de A plus transposé de A et 1 demi de A moins transposé de A sont magiques. Bon. Eh bien, A est dans Fn, donc transposé de A appartient à Fn. Or, Fn est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Donc toute combinaison linéaire de matrices qui sont dans Fn y est aussi. Donc 1 demi de A plus transposé de A appartient à Fn. C'est une combinaison linéaire de deux matrices qui sont dedans. Et 1 demi de A moins transposé de A appartient à Fn. Juste par les propriétés de l'espace vectoriel. C'est bon pour la question B. Question C. En déduire que A peut s'écrire comme somme d'une matrice symétrique magique et d'une matrice antisymétrique magique. Bon. A plus transposé de A est une matrice qui est symétrique. Soit A appartenant à Mn de R. A plus transposé de A, quand j'en prends la transposée, ça va me donner transposé de A plus A, c'est-à-dire A plus transposé de A. A est une matrice symétrique. La transposée de A moins transposée de A, c'est la transposée de A moins A, c'est-à-dire moins
A moins transposé de A. Donc ici j'ai marqué c'est A plus transposé de A. A moins transposé de A est antisymétrique. Conclusion. De plus. Un demi de A plus la transposée de A plus un demi de A moins la transposée de A, ben ça vaut quoi? J'ai 2 demi de A plus un demi de transposée de A moins un demi de la transposée de A, c'est-à-dire A. D'où A est égal à 1 demi de A plus sa transposée plus 1 demi de A moins sa transposée. Celle-là, elle est dans Fn, et elle est dans Fn et dans Sn, et celle-là, elle est dans Fn et dans An. Donc on a bien ce que l'on veut. C'est bon pour la question 5C. Hop, nouvelle page. On va pouvoir passer à la question 6. Question 6. Justifier que F3 inter S3 et F3 inter A3 sont des sous-espaces vectoriels de Mn de R. Rappel, si E et F sont deux SE, alors je vais les appeler plutôt F et G, de SEV d'un espace vectoriel E, alors F inter G est un SEV de E. Donc, conclusion, F3 inter S3 de R et F3 inter A3 sont des SEV de M3 de R. J'ai mal fait mon M. Petite question de cours en passant. Question B. Soit A appartenant à F3 inter S3, justifier qu'il existe machin tel que A égale cette chose-là. Bon, bah, très bien. Donc soit A appartenant à F3 inter S3. Bon, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, A est symétrique. Donc, il existe 6 coefficients. A, B, C, alpha, bêta, gamma dans R6, tel que A est égal à cette chose-là. Hein. Comme toutes les matrices symétriques, vous avez les coefficients diagonaux et puis vous avez les autres coefficients qui sont symétriques. C'est juste le fait d'être symétrique. La question C est plus intéressante. En déduire que A est dans vecte de machin. Bon. Comme A est dans F3 inter S3, on a en particulier alpha plus A plus B qui doit être égal à une certaine somme que je vais appeler S, A plus bêta plus C qui doit être égal à S, B plus C plus gamma qui doit être égal à S, donc ça c'est pour les lignes. Ensuite on a les colonnes, A plus B qui est égal à S, A plus bêta plus C qui est égal à S, et B plus C plus gamma qui est égal à S. Puis on a aussi nos deux diagonales, alpha plus bêta plus gamma est égal à S, et l'autre diagonale c'est B de B plus bêta qui est égal à S.
Bref, on se retrouve avec exactement le même genre de système que l'on avait auparavant pour le cas n égale 2, sauf que c'est un petit peu plus long. Bon, bah, allons-y. Je vais laisser ma première ligne comme ça. Et ma deuxième ligne, bah, je vais utiliser la même stratégie que tout à l'heure. Je vais faire la ligne 2 moins la ligne 1. Donc le A s'en va. Je vais avoir bêta plus C moins alpha moins B égale 0. La ligne 3, je vais faire la ligne 3 moins la ligne 1. Donc B, je vais avoir donc C plus gamma moins alpha moins A qui vaut 0. L4, je vais faire L4 moins L1. Et donc là, c'est intéressant puisque j'ai 0 égale 0. Donc ça pourra disparaître. L5, ben si je fais L5 moins L1, je vais me retrouver avec la même ligne. Donc bêta plus C moins alpha moins B égale 0, que j'ai déjà. Donc je mets une étoile pour dire que je la retirerai. Ensuite, le B plus C, donc L6, si je lui fais L6 moins L1, remarquez, ça vaut même pas le coup de faire les opérations puisque je les avais ici. Alpha plus bêta plus gamma. Donc celles-là, en fait, on peut les retirer direct. Donc je les retire direct. On va réfléchir un petit peu avant. Et donc le alpha plus bêta plus gamma, donc je vais faire L4 qui va recevoir L1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, L7 moins L1. J'ai plus de alpha, je vais avoir bêta plus gamma, moins A moins B égale 0. Et ma dernière ligne, L5 reçoit L8 moins L1. Donc j'ai 2B moins B, il ne me reste que B. Plus bêta. Moins alpha moins A égale 0. Et voilà. Bon, donc là, j'ai pas de choses aussi sympathiques qu'auparavant. Néanmoins, alors, bêta et B, je vais pouvoir avoir une relation, je pense, entre alpha et bêta avec la ligne 5 et la ligne 4. Si je fais donc... Si on fait la ligne 5 moins la ligne 4, donc je vais mettre ça dans L1, donc j'ai B, alors bêta moins bêta, ça s'en va, oui, moins A plus A, ça s'en va, je vais avoir 2B, plus... Alors, je vais le faire proprement parce que sinon, ça va pas bien marcher. Donc, j'ai B plus B, 2B. Bêta moins bêta, ça s'en va. Moins alpha, moins rien du tout. Voilà. Moins A plus A, ça s'en va. Et ici, je vais avoir donc du moins gamma. D'accord. On va peut-être plus malin.
Ouais, non. Alors, comment est-ce qu'on pourrait tourner ça pour que ce soit un petit peu plus malin? Alors, en réfléchissant un petit peu, on peut raisonnablement penser que, d'une part, on doit trouver un espace vectoriel de dimension 2, ça c'est la question C qui nous le dit en lisant un petit peu plus loin que le bout de notre nez. Et d'autre part, si on regarde la matrice A, en fait, vous avez deux groupes de variables, en fait, hein, les ABC, les alpha, bêta, gamma, et c'est sans doute une raison à ça. Donc, ce que je propose, c'est de réécrire le système. Alors, la première, on ne va pas y toucher. Et la deuxième, en fait, enfin d'ailleurs la deuxième, les quatre autres, c'est de laisser d'un côté les A, B, C et de l'autre, de mettre de l'autre les alpha, bêta, gamma. Donc si on applique cette idée-là, on va avoir ici C moins B égale alpha moins bêta. On va avoir C moins A qui est égal à alpha moins gamma. On va avoir A plus B qui est égal à bêta plus gamma. Et enfin, on va avoir B moins A qui vaut alpha moins bêta. Si je ne me suis pas trompé. Et avec tout ça, bah déjà, si vous remarquez ici une chose, c'est que on peut en déduire que, donc, alors la première, je n'y touche pas. Et en fait, en combinant ces deux lignes-là, j'obtiens que C moins B va être égal à B moins A. Et donc ça, c'est une première chose qui peut être intéressante. Ensuite, vous allez avoir C moins A qui va être égal à alpha moins gamma. Est-ce que c'est intéressant ça? Je ne sais pas, on va laisser ça comme ça pour le moment. A plus B qui vaut bêta plus gamma. Et par exemple B moins A que je laisse ici qui va valoir alpha moins bêta. Bon. Voilà, donc alpha plus A plus B égale S, ça je ne touche pas. Ensuite, on va avoir A plus 2B plus C qui vaut 0. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas trop. C moins A qui vaut alpha moins gamma. On va laisser ça comme ça pour le moment. A plus B qui vaut bêta plus gamma. Et si j'ajoute mes deux lignes, je vais avoir 2B qui va être égal à alpha plus gamma. Et donc je vais avoir C moins A, je vais dire qu'il va être égal à... Non. C'est un petit peu mieux comme ça, sans doute. Marqué oui, puisque j'ai B que je peux exprimer en fonction de alpha et gamma. Donc on va avoir B qui vaut 1/2 de alpha plus gamma, ça c'est pas mal. Donc A qui va être égal à bêta plus gamma moins 1/2 de alpha moins 1/2 de gamma, c'est-à-dire bêta plus gamma, bêta plus 1/2 de gamma moins 1/2 de alpha. On a A, on a B.
Avec ça, on va pouvoir avoir C. C qui va être égal à alpha moins gamma plus A, donc plus bêta, plus 1 demi de gamma moins 1 demi de alpha, c'est-à-dire 1 demi de alpha plus bêta moins 1 demi de gamma. Et le fait que A plus B plus C doit être égal à 0, ça va nous donner une autre équation. Et on doit avoir A plus 2B plus C qui doit être égal à 0. Donc A plus 1 demi de gamma moins 1 demi de alpha plus 2B. Donc plus alpha plus gamma plus C qui doit être égal à 0. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne? 1 demi de gamma moins 1 demi de gamma, 1 demi de alpha moins 1 demi de alpha. Alpha plus gamma plus 2 bêta égale 0. Ah si, ça va être intéressant ça. Parce que de ce fait, on va en déduire que alpha plus gamma est égal à moins 2 bêta. D'où B est égal à moins bêta. Alors que je devrais trouver que B est égal à bêta. Je devrais trouver que B est égal à bêta. Alors, me serais-je trompé d'un signe quelque part? Sans doute. Alors, comment je sais que B doit être égal à bêta, hein, c'est qu'en regardant le vecte de la question de C, je vois que à cause du 1, 1, 1 comme antidiagonale, on doit avoir bêta égale B. On doit avoir 2 bêta qui doit être égal à moins gamma. Alors, alpha moins bêta, oui, ça c'est bon. Est-ce que c'est C moins B? Oui. Est-ce que alpha plus gamma doit être égal à bêta? Enfin, à 2 bêta, sans doute. Alors, mon A. C'est peut-être là que je me suis trompé. Donc là, j'ai trouvé B. Donc A, c'est bêta plus gamma moins B. Bêta plus gamma moins 1 demi de alpha moins 1 demi de gamma. Ça marche. Bêta plus 1 demi de gamma moins 1 demi de alpha. Ça marche. Et mon C qui est ici. Alpha moins gamma plus A. Alpha moins 1 demi de alpha, il reste bien 1 demi de alpha, bêta, et ça marche. C'est parce qu'ici c'est moins de B et non pas plus de B. Voilà, j'ai mon erreur. Donc, A. Moins 2B. Donc moins alpha moins gamma. Plus C
ça. C moins B plus A, c'est bien ça. Donc, est-ce que ça va marcher aussi bien? J'espère que oui. Donc 1 demi de gamma moins 1 demi de gamma moins 1 demi alpha 1 demi de alpha. Donc j'ai bêta qui va être égal à alpha plus gamma. Et donc j'en déduis j'ai bêta qui est égal à alpha plus gamma. Non, 2 bêta qui est égal à alpha plus gamma. D'où bêta égale 1 demi de alpha plus gamma. Donc, voilà. D'où B égale bêta. Première étape. Ouh. Si je reporte ça, on en déduit. Si je réécris mon système, donc j'ai A alpha plus A plus B égale S. J'ai A moins 2B plus C égale 0. J'ai C moins A égale alpha moins gamma. Ensuite, j'ai A plus B qui vaut bêta plus gamma, donc qui vaut B plus gamma. Et enfin, j'ai, c'est tout, parce que le 2B égale alpha plus gamma, je peux le remettre, 2B égale alpha plus gamma. Et puis B égale gamma en fait. Donc je rajoute peut-être des équations, mais c'est pas très grave. Donc j'ai alpha plus A plus B égale S, qui nous servira certainement à rien. J'ai B égale gamma. J'ai B égale bêta. Je fasse attention à ce que j'écris. Donc de A plus B égale B plus gamma, j'en déduis que A égale gamma. Ça me paraît bien aussi. Et si j'ai A qui vaut gamma, le C moins A égale alpha moins gamma, j'ai C moins A qui vaut alpha moins A. Et donc j'en déduis que C égale alpha. Jusque-là, c'est correct. On a donc jusqu'à présent A qui est la matrice. Je vais tout écrire avec des alpha, bêta, gamma, peut-être ça sera plus simple. Donc j'ai alpha ici. Le A qui est gamma. Le B qui est bêta. Ensuite donc j'ai gamma, j'ai bêta. Le C c'est alpha. Le B c'est bêta. Le C on a dit que c'était alpha. Et gamma qui est là. On n'a donc plus que trois choses. Ok, donc vous avez alpha plus bêta, alpha plus gamma plus bêta, qui doit être égal à les trois, c'est la même chose, mais surtout qui doit être égal à 3 bêta. D'où alpha plus gamma qui doit être égal à 2 bêta.
ou encore gamma qui est égal à 2 bêta moins alpha. Et donc finalement, vous avez A qui s'écrit comme alpha, 2 bêta moins alpha, bêta, 2 bêta moins alpha, bêta alpha, bêta alpha, 2 bêta moins alpha, c'est-à-dire alpha facteur de 1, moins 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, 1, moins 1, plus bêta, 0, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 2. Et donc A, qui appartient bien à vect de ces deux choses-là. Donc 0, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1, moins 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, 1, moins 1. Alors, on ne peut pas dire que, comment dire, F2 c'est cet espace vectoriel, en tout cas pour le moment, parce que certes au départ on a travaillé par équivalence, mais à la fin pas du tout, parce que le système était quand même très moche. Donc voilà pour cette question C. D. Déterminer une base de F3 inter S3. Bon, et bien dans ce cas-là on va vérifier que l'espace vectoriel est inclus dans F3 inter S3, donc on a donc F2, pardon, pas F2 mais F3 inter S3 de R, qui est inclus dans ce vect. Alors les matrices, je vais les appeler S1 et S2, pour éviter de les recopier. Maintenant, si je regarde bien, S1 est une matrice qui est symétrique. On a dit. Et 0 plus 2 plus 1, ça fait 3. C'est donc égal à 2 plus 1 plus 0. C'est égal à 1 plus 0 plus 2. Qui est égal à, si je fais en colonne comme elle est symétrique, ça fera la même chose. Mais si je regarde en diagonale, et qui est égal à 1 plus 1 plus 1, donc tout ça, ça fait 3. Donc, S1 est dans F3. D'où S1 est dans F3 inter S3 de R. Je ne fais pas les mêmes calculs, mais de même, la matrice S2 est aussi dans F3 inter S3, c'est exactement le même principe. S3 de R. Donc, vect de S1, S2 est inclus dans F3 inter S3. Conclusion. Eh bien, F3 inter S3 de R est égal à vect de S1 et S2. Et comme S1 et S2 ne sont pas collinaires, or S1 et S2 ne sont pas liés, d'où les deux matrices en question est une base de F3 inter S3 de R. Ensuite, on nous demande une base de S3 inter A3. Et pour ça, bien sûr, on va utiliser une méthode tout à fait similaire à celle que l'on vient de réaliser. Donc, si je prends une matrice A,
qui est cette fois non plus dans F3 inter S3, mais dans F3 inter A3. Dans ce cas-là, on a, comme toutes les matrices dans A3, transposé de A égale moins A. C'est-à-dire que on va avoir beaucoup moins de coefficients en fait, parce que si on veut avoir transposé de A égale moins A, il faut avoir des zéros sur la diagonale. Donc, il existe beaucoup moins de coefficients cette fois. Il nous en faut que 3, tel que A est égal à, je dois avoir des zéros sur la diagonale, je dois avoir ici un A, un B, et comme la matrice doit être égale à l'opposé de sa transposée, ici je vais avoir moins A, ici je vais avoir moins B, et puis ici j'ai mon C, et ici j'ai mon moins C. Alors je vais mettre ça, zut, c'est un résultat intermédiaire, hein, c'est pas la base de F3 inter S3, c'est simplement un résultat intermédiaire, mais ce résultat intermédiaire va me permettre d'écrire les choses. Je dois avoir une somme des coefficients qui doit être égale. Hein. On doit avoir 0 plus A plus B, qui est égal à moins A plus 0 plus C, qui doit être égal à moins B moins C. Il y a beaucoup moins de coefficients, donc ça va être beaucoup plus simple. Qui doit être égal à moins A moins B, qui doit être égal à A moins C, qui doit être égal à B plus C, qui doit être égal à 0, puisque c'est ma première diagonale, et moins B plus B, qui doit être égal aussi à 0, c'est l'autre diagonale. Bon. Et tout ça, ça va faire qu'on va avoir beaucoup de choses qui vont s'arranger, notamment, donc vous devez avoir A plus B qui est égal à 0, donc vous avez immédiatement que B égale moins A. Vous avez moins A plus C qui est égal à 0, d'où vous avez C qui est égal à A. Et si C est égal à A, bah, c'est moins B. Hein. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Donc A en fait va être égal à 0, A, B c'est moins A. Ici vous allez avoir moins A, 0, C c'est A, B c'est moins A, moins B donc c'est A. Moins C, c'est moins A, et puis 0 ici, c'est-à-dire A, facteur de 0, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0. On vérifie aisément que cette matrice est dans S3, appartient à A3, inter F3, d'où A3 inter F3, c'est l'espace vectoriel engendré par cette unique matrice. Et donc c'en est une base. Voilà, cette question était finalement beaucoup plus simple que la précédente, mais en même temps, si on n'avait pas fait les précédentes, on n'avait pas d'idée de méthode. Et voilà ce qui conclut cette question 6. Question 7, c'est du Python. Écrire une fonction somme-ligne qui calcule la somme des coefficients de la ligne I de la matrice carrée. Bon. On va utiliser ici des matrices en fait, hein, donc avant de faire un def, moi j'importerai numpy as np def somme-ligne AI. Donc on nous donne la matrice A, il faut qu'on fasse la somme des coefficients de la ligne I. Je peux, c'est comme toutes les sommes, j'initialise une somme qui vaut 0. Je vais avoir besoin de la taille de ma matrice.
n égale np.shape. Alors, on aura ici nn. En fait, j'ai une matrice carrée. De ma matrice A. Donc, j'ai le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Et donc, je vais faire un for k in range n. S égale S plus A. Donc je dois donner la ligne et ma colonne c'est K. Et à la fin, je renvoie S. Alors, remarquez qu'ici on peut mettre deux crochets, faire A, I d'abord et puis K ensuite. Donc ça c'est pour ma première fonction. La somme de des colonnes, je peux faire la même chose. Donc j'initialise une variable S à 0. Je récupère la taille de ma matrice. Et ensuite je vais faire un for k in range n, s égale s plus a de k et de i. Et enfin, je renvoie s. Ou alors, je suis malin, je vais utiliser le fait que la transposition transforme les lignes en colonnes. Donc somme colonne de A et de I. J'oublie les deux points ici. Et dans ce cas-là, je vais tout simplement renvoyer la somme des lignes, mais d'une autre matrice. Il n'y avait pas de SR. Donc, je vais avoir la transposée de la matrice A et de I. C'est un petit peu plus malin. Question C. La somme de la diagonale. Bon, là, malheureusement, je ne peux pas utiliser. Je suis obligé de faire en fait la même chose. Donc, def somme diag 1. Diag 1 de la matrice A avec vous avez remarqué que j'ai fait des copier-coller idiots parce qu'ici on n'a pas besoin du i en fait. Donc s égale 0, nn égale np.shape de la matrice A, for k in range n, s, alors soit je mets s égale s plus ou je fais s plus égale, c'est une autre façon de le faire, a de k et de k, et return s. Et puis une somme diag 2 où j'ai pas non plus besoin du i. S égale 0, toujours pareil. Toujours un for k in range n. S plus égale, donc S égale S plus ça revient au même, A de K et de N plus 1 moins K. Non, il faut faire N moins K, puisqu'ici on est numéroté, non pas de 1 à N, mais de 0 à N moins 1. Et un return S. Voilà, je corrigerai l'énoncé juste après. Compléter la fonction, donc def magique de A, n égale np.shape de A 1. Alors en fait, soit on fait nn, soit c'est une autre façon de faire qui revient au même. S égale somme diag 2 de A, for i in range n.
si jamais, eh bien, j'obtiens pas une bonne somme, c'est-à-dire par exemple si jamais donc la somme des lignes de A et de I n'est pas égale à S, ou si jamais la somme des colonnes n'est pas non plus égale à S, alors dans ce cas-là, bah, c'est faux. Par contre, bah, si jamais c'est bon, ça ne veut pas dire que c'est vrai, parce qu'il faut tout vérifier. Donc on continue. Il reste une chose à vérifier, c'est ensuite la somme diag 1. Si ça n'est pas égal à S, bah, c'est que c'est faux. Et j'ai fait toutes mes vérifications. Si jamais rien n'a été faux, dans ce cas-là, je retourne vrai. Et voilà pour cet exercice, je crois que c'était l'exercice 7.